Une ligne invisible, à la fois réelle et non réelle, sépare deux mondes. Nous examinons cette mystérieuse frontière de plus près dans cette vidéo, alors ne manque pas de la suivre jusqu'à la fin. Si tu l'apprécies, je serai très heureux de voir un pouce vers le haut, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes, qui pourront ainsi apprendre quelque chose. Merci à tous et bienvenue. Imagine que tu te trouves en ce moment à Bali. Ce ne serait pas la pire des choses, non? Et à l'horizon, tu vois l'île de Lombok, à seulement 32 km de là. On pourrait penser que ces deux îles ne sont pas très différentes en termes de flore et de faune, non? Elles sont situées l'une à côté de l'autre dans la même zone climatique, un peu comme la République dominicaine et Porto Rico, tu ne t'attends pas à une faune très différente. La probabilité qu'une mouette vole mes frites est similaire sur les deux îles. Mais ce n'est pas le cas à Bali et Lombok, car ces deux îles se trouvent dans des mondes différents, même si elles ne sont séparées que de quelques kilomètres. Et la faute à cette ligne invisible. Une frontière qui est à la fois imaginaire et réelle. Elle fait que la faune et la flore de l'île à l'est et à l'ouest sont très différentes, comme si tu changeais soudainement de monde. Avant que je ne te dise pourquoi, nous allons jouer à un petit jeu. Écris-moi dans les commentaires ce que tu penses être à l'origine de cette frontière invisible. Pourquoi les animaux vivant à l'est de la frontière sont-ils différents de ceux vivant à l'ouest? J'attends avec impatience vos propositions de solutions et si vous avez raison, un orang-outan pourrait vous voler vos frites sur l'île de Bornéo. En revanche, un peu plus à l'est, sur l'île de Sulawesi, c'est impossible car il n'y a pas d'orang-outan. Par contre, il y a un charmant lori à bijoux que tu ne rencontreras jamais à Bornéo. Les exemples de ces différences marquantes dans la faune des îles d'Asie du Sud-Est sont nombreux. Et le premier à s'en rendre compte a été le naturaliste britannique Alfred Russel Wallace, qui a d'ailleurs développé des idées sur la théorie de l'évolution indépendamment de Charles Darwin et qui est aujourd'hui injustement un peu oubliée. L'idée de la sélection naturelle lui est venue dans un rêve fiévreux lors d'un voyage dans l'archipel malais. Et plus tard, lors du même voyage, il a ensuite réalisé l'existence de la frontière naturelle entre les îles. Deux grandes idées en un seul voyage? Pas mal du tout. La seule idée qui me vient toujours en voyage, c'est de commander un autre gin tonic. Cette frontière invisible qu'il a constatée dans l'archipel malais porte aujourd'hui son nom et s'appelle la ligne Wallace. Mais comment l'expliquer? Les îles, parfois distantes de quelques kilomètres seulement, où les conditions de température et d'humidité sont exactement les mêmes, possèdent des espèces de plantes et d'animaux complètement différentes. Les scientifiques appellent cela une ligne biogéographique. Et Wallace a tout de suite compris que cela n'avait rien à voir avec les distances, car certaines îles de différents côtés de la ligne de Wallace sont plus proches les unes des autres que les îles du même côté. D'autres forces mystérieuses doivent donc être à l'œuvre ici, et notamment la géologie. Wallace a compris que le passé géologique façonne le présent biologique. Une idée centrale qui a conduit au développement de la biogéographie en tant que science à part entière. Et ce qui est vraiment passionnant dans la biogéographie, c'est qu'elle nous permet de déduire les grands bouleversements géologiques du passé à partir de la flore et de la faune actuelle. En se basant sur les îles d'Asie du Sud-Est et la ligne Wallace, nous pouvons maintenant dire que toutes les îles situées à l'ouest de la ligne ont dû faire partie du continent asiatique à un moment donné, car elles abritent de grands mammifères terrestres comme les tigres, les rhinocéros et les éléphants, que nous retrouvons également sur le continent. Les îles à l'est de la ligne semblent plutôt être liées géographiquement à l'Australie. Nous y trouvons de grands lézards comme les dragons de Komodo et des proies comme le couscoussier d'ours. Wallace avait donc déjà très bien compris que les changements géographiques étaient une cause de la ligne de Wallace et, en outre, que les forts courants océaniques empêchaient les espèces de se répandre au-delà de la ligne vers d'autres îles. Mais Wallace ne pouvait pas encore connaître une autre cause essentielle de la frontière invisible. Et avant de vous dire ce que c'est, un petit mot pour vous dire que vous pouvez m'aider en levant le pouce pour la vidéo. Nous pouvons en faire un petit challenge. Essayons d'obtenir 500 pouces vers le haut pour la vidéo. C'est parti. Maintenant, l'aspect principal de la ligne Wallace, la tectonique des plaques. Maintenant, on pourrait penser. C'est évident. Pourquoi Wallace ne l'a pas vérifié? En fait, l'idée de la tectonique des plaques n'est largement acceptée que depuis les années 1960. Même si pour nous aujourd'hui, il va de soi que la couche extérieure de la Terre, la lithosphère, est divisée en plusieurs grandes plaques tectoniques. Ces plaques se déplacent lentement sur la base plastique du manteau terrestre, et ce mouvement des plaques entraîne alors la formation de montagnes, de fosses en eau profonde, de tremblements de terre et de volcans. La tectonique des plaques est donc une explication absolument fondamentale des phénomènes et des changements géologiques qui se produisent à la surface de la Terre. Mais à l'époque de Wallace, on ne le savait justement pas encore.
La théorie de l'évolution est plus ancienne que la découverte de la tectonique des plaques. Quand mon père est né, en 1954, on ne connaissait pas encore avec certitude les mouvements des plaques terrestres. C'est fou. Ce genre de choses me montre toujours que nous ne devrions pas prendre pour acquis notre savoir actuel, ce monde de science-fiction absolue dans lequel nous vivons en principe. Et que même dans nos rêves les plus fous, nous ne pouvons pas imaginer où sera le monde dans 60 ans. Mais quoi qu'il en soit, l'archipel de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et compagnie est l'un des endroits les plus intéressants du point de vue tectonique du monde, car 3 plaques s'y rencontrent, la plaque eurasienne, la plaque australienne et la plaque philippine. Cela entraîne un volcanisme extrême. Sur cette image de folie, prise depuis l'ISS, nous voyons 7 volcans actifs. 5 à Java, 1 à Bali et 1 à Lombok. Et la tectonique des plaques a joué un rôle déterminant dans la création de la ligne Wallace. Car il y a longtemps, il y a des millions d'années, il existait dans la région 2 continents primitifs, Sahul et Sunda. Tu l'as deviné, la plus grande partie de l'Australie actuelle, la Nouvelle-Guinée et les îles environnantes. Donc tout ce qui se trouve à l'est de la ligne Wallace. Et Sunda, la zone de l'actuelle péninsule malaise, la plus grande partie de l'Indonésie et quelques îles environnantes, c'est-à-dire la zone à l'ouest de la ligne Wallace. Ce n'est qu'il y a 20 à 25 millions d'années que Sahul et Sunda se sont rapprochés et sont devenus voisins. Cela explique aussi pourquoi la faune australienne est si unique, avec des espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs. Parce que Sahul a probablement été complètement isolé pendant une période éternellement longue. Et maintenant, revenons à un passé un peu plus proche, à une époque où les mammouths se déplaçaient encore en Europe, par exemple. Est-ce que les mammouths volent aussi des frites ? À cette époque, il y avait encore une période glaciaire et le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Mais ensuite, il y a 8000 ans, les épaisses plaques de glace ont commencé à fondre et le niveau de la mer a augmenté. Une grande partie de l'archipel actuel de l'Asie du Sud-Est faisait auparavant partie des masses terrestres de Sahul et de Sunda, et ce n'est qu'avec l'élévation du niveau de la mer que les îles qui existent aujourd'hui ont été créées. Mais certaines îles, juste au milieu, ne faisaient partie ni de Sahul, ni de Sunda. Cette région est appelée Wallacea, la région intermédiaire entre Sahul et Sunda, le lien entre la flore et la faune australienne et asiatique. Bien que ces îles intermédiaires jouent un rôle particulier, elles ont été en grande partie colonisées par des espèces australiennes, de sorte qu'elles peuvent aujourd'hui être comptées comme étant à droite de la ligne Wallace. Prends par exemple le dragon de Komodo qui y vit. Les premiers fossiles des ancêtres de ce lézard géant ont été trouvés en Australie et leur âge est estimé à 3 millions d'années. Alors les gars, la morale de l'histoire, nous voyons, même si les participants allemands au concours de l'Eurovision ne veulent pas l'admettre, les frontières sont réelles et font partie de la nature, même si on ne peut pas les voir à l'œil nu. Un petit mot pour dire que je suis très proche des 25 000 abonnés, alors aide-moi à franchir cette limite et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, merci beaucoup les gars. Restons aux adaptations fascinantes de la nature. Les grenouilles de la zone interdite radioactive de Tchernobyl changent. Elles deviennent noires. Pour voir les incroyables images originales de ce que les radiations ont fait aux grenouilles, clique absolument sur la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir mon travail, offre-toi de véritables météorites dans ma boutique de l'espace, un morceau de l'espace, juste pour toi, jusqu'à épuisement des stocks. Chaque achat m'aide à continuer la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars.